Je n'ai pas pu, pour des raisons de santé, honorer cette obligation. Voilà ce qui est fait. J'espère ne pas décevoir, mais je suis aussi ravi. La même intimité, je n'ai pas pu, pour des raisons de santé, honorer cette obligation. Voilà ce qui est fait. J'espère ne pas décevoir, mais je suis aussi ravi. La même intimité de vous voir si nombreux, car je ne m'attendais pas à voir un si grand public intéressé et éveillé. D'emblée, dans ce travail que je vais sommairement présenter, j'ai fait une forme de radioscopie donc de l'islamisme radical. Et je m'étais défini comme étant quelqu'un qui agit dans la troisième rive. Je ne suis pas donc dans la rive de l'Occident, mais je ne suis pas non plus dans la rive du radicalisme. Il est bien sûr très difficile dans une troisième rive, mais je pense que quelque part, pour porter un regard serein, il faut être ou ne pas être ni de l'un, ni de l'une, ni de l'autre. Et ceci étant, je crois qu'il est fondamentalement nécessaire de faire la distinction de trois choses avant pratiquement d'aborder cette genèse: l'islam, l'islamisme et l'islamisme radical. Cela vous paraît normal, mais ce n'est pas le cas. Souvent, on fait un amalgame entre islam, islamisme et radicalisme au nom de l'islam. Il y a de cela 2 ans, peut-être un peu plus, un homme politique français, en l'occurrence Fillon, avait écrit un article où il y avait pratiquement une confusion entre islam, islamisme et islamisme radical. Voilà donc déjà la première précaution que j'aimais avant d'aborder donc le sujet. La deuxième, c'est que le radicalisme, quel qu'il soit, n'est pas une industrie islamique. Le radicalisme, qui même qu'il soit couplé et accompagné de recours à la violence, n'est pas quelque chose qui soit intrinsèque à l'islam ou à une quelconque religion. Les textes sont interprétables, et déjà au XXe siècle, nous avons eu un avant-goût sur un certain nombre d'idéologies laïques radicales qui n'avaient pas rechigné à recourir à la violence. Je pense au communisme, au nazisme, aux brigades rouges, à la bande à Bader, au Tamoul, et j'en passe. Je crois qu'il est fondamental parce que souvent on est prompt à émettre des jugements sur un sujet inflammable. Ceci dit, il y a incontestablement une date que je considère charnière pour comprendre un peu finalement cette radicalité. Et la radicalité ne s'explique pas par une quelconque interprétation des textes. S'explique fondamentalement par une position par rapport à l'autre. Les textes viennent finalement pour corroborer déjà une position faite et donnée. Je m'explique. Il y a eu un fait qui pratiquement a décanté le jeu et a donné lieu à une forme de bipolarisation. C'est la guerre du Golfe de 1990-91. Plus exactement 91. Bon, il y a eu la crise à partir de 90, quand l'Irak avait envahi le Koweït. C'est à partir de ce moment-là que pratiquement un sentiment d'injustice avait gagné la rue dans le monde arabe. On a considéré qu'en fin de compte, cette coalition n'avait pas lieu d'être et qu'il aurait fallu régler le problème donc, de manière diplomatique. Les voies diplomatiques n'avaient pas été épuisées et que le recours à la force n'était pas justifié. Voilà un peu grosso modo le sentiment donc, qui avait prévalu dans ce qu'on appelait la rue arabe. Et dans la foulée, on critiquait ce qu'on appelait la politique de 2 poids 2 mesures. Comment finalement l'Amérique, qui avait à pleine
croisade est resté muette quant à l'occupation de la Palestine ou des territoires occupés. Donc il y avait un sentiment pratiquement d'injustice, de frustration, et qui, au lendemain de la guerre, avait débouché sur une rencontre qui s'est tenue à Khartoum sur l'instigation de Hassan Tarabi. C'était un congrès arabo-musulman, un congrès populaire, et qui s'ouvrait pratiquement une alternative à l'Occident, à ce qui était considéré un assaut, et j'utilise l'expression donc en vogue à l'époque, Hajma, un assaut sioniste et croisade, des croisés et des sunnites. Hajma, as-Sohiyoniya, as-Salibiyya. Voilà un peu le terme qui était utilisé. Et donc, pour réagir donc contre ce qu'on a considéré comme étant une agression de l'Occident. Je crois que c'est fondamental. Donc, de dater finalement cette radicalisation qui va tout simplement exister de part et d'autre. Et aussi paradoxalement, que cela puisse paraître, l'un des pays justement qui va développer un discours radical à l'encontre de l'Occident, aussi paradoxal, je le répète, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le pays allié des États-Unis, va être le champ de production normative d'un discours opposé hostile à l'Occident. Je pense essentiellement à quelqu'un qui va faire parler de lui à partir donc de 1991, un certain Safar al-Hawali. Safar al-Hawali, qui va même écrire un corpus de 1000 pages, donc où, pratiquement pour lui, il y a un allié entre l'islam et l'Occident. Il y a une guerre de civilisation entre les deux, et qui va déboucher, et qui devrait déboucher finalement par la victoire de l'un ou de l'autre, et pour lui, bien sûr, la victoire sera musulmane. Il y aura d'autres, mais dans tous les cas de figure, c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une radicalisation, mais la radicalisation va se faire aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, de la guerre du Golfe, etc., certains milieux, essentiellement dans des enceintes académiques, vont tout simplement, au lendemain de la guerre froide, chercher un ennemi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on raconte que lors des pourparlers entre les anciens donc, communistes ou marxistes, enfin communistes soviétiques donc, et les responsables américains, les soviétiques auraient dit donc, aux Américains: on vous rend très mauvais service, finalement on nous réconcilie avec vous, on vous prive d'un ennemi. Donc l'Amérique serait à la quête d'un ennemi. Et en novembre 1992, une enceinte académique, en l'occurrence American Affairs Institute, avait abrité une conférence sous le thème Clash of Civilizations, donc donné par celui que vous connaissez, Samuel Huntington. Pour la petite histoire, j'y assistais. J'étais le seul, finalement, donc, non-occidental à avoir assisté à cette conférence un vendredi, où il était question donc de conflit entre l'Occident et le monde musulman. Dans cette conférence, car le texte qui sera publié dans Foreign Affairs en juin 1993 va élargir le texte. Mais la conférence telle qu'elle a été donnée, American Affairs Institute ne parlait que du conflit entre le monde occidental et le monde musulman. Après, bon, certainement, vous connaissez la conférence et le livre et la célèbre phrase « The West and the Rest », c'est-à-dire que fut un temps où les lignes de fracture étaient idéologiques, dorénavant les lignes de fracture seront culturelles et civilisationnelles. Et qu'en fin de compte, toutes les guerres que l'Occident avait connues étaient une sorte donc de guerre civile. Les vraies guerres vont commencer dès à présent selon Huntington. Donc vous voyez que pratiquement de part et d'autre, il y avait une radicalisation en l'Inde, timide, sur le plan du discours, mais qui va monter crescendo, avec même quelques attaques, dont une qui avait visé donc les deux tours, en février 1993. Un van donc a explosé dans les caves de ce van, dans les Twins,
visant ce symbole donc, de l'Amérique. Avant même qu'il y ait la grande conflagration du 11 septembre, il y avait déjà pratiquement une tentative, etc. Le rapport à l'Amérique va changer, et certainement, vous connaissez la fatwa qui a été rendue par Ben Laden en 1996, en disant comme quoi il faudra attaquer les États-Unis, car un serpent, c'est à partir de la tête qu'on le tue. Fatwa, donc, qui a été donc, pratiquement, comment dirais-je, instrumentalisé pour des actes donc, menés contre les États-Unis à Nairobi et à Dar es Salaam. Je crois qu'il est fondamental un peu, finalement, pratiquement, de dater ce tournant. Car la guerre du Golfe est une phase charnière. Ici même, nous avons un intellectuel marocain que vous connaissez, donc, qui avait même écrit un livre, en l'occurrence Mehdi Mojra, qui avait parlé donc, de la guerre civilisation. Donc, quelque part, le 11 septembre n'est pas quelque chose donc, qui a vu le jour dans un ciel serein. Ce n'est pas finalement un orage qui a éclaté dans un... Il y avait un amoncellement donc, de nuages, de tensions, etc. Alors, si on a l'esprit pratiquement s'inscrit dans une charnière, cela ne veut pas dire que les relations étaient bien avant. Les relations, donc ce sentiment de radicalisation, existait, a porté un peu le monde arabo-musulman depuis la fin de la Première Guerre mondiale. On a senti quelque part que ce monde musulman était en quelque sorte délaissé par l'Occident, omis. On a très mal accusé donc l'après-guerre, Première Guerre mondiale, les rêves donc qui ont été finalement donc vendus et émis au profit du monde arabe n'ont pas vu le jour, la création d'un royaume arabe uni, tout au contraire, le monde arabe a eu droit à un dépaissage en vertu des accords de Sykes-Picot, et même ce symbole donc, qui fédérait donc, les musulmans, en l'occurrence le califat, a été aboli par Mustafa Kemal Atatürk. Donc le monde musulman et le monde arabe se sentaient un peu délaissés, se sentaient, pour reprendre une expression ecclésiastique, en déréliction, abandonnés. Et c'est dans ce contexte qu'il y aura la création de la confrérie des frères musulmans, qui va commencer par être une action, enfin une association caritative, mais qui au fur et à mesure, va décliner ses orientations et va ériger l'Occident comme étant un ami. Que le but finalement, c'est donc étendre la bannière de l'islam et la faire régner pratiquement là où l'islam pratiquement paraît. Voilà un peu pour le discours. Et cette organisation va se doubler par une structure parallèle militaire attendée en face. Organisation donc spéciale avec donc, une formation militaire, paramilitaire, donc des adeptes de l'organisation. Je crois que c'est fondamental parce qu'en fin de compte, tout cela va nous aider à comprendre un peu pratiquement la radicalisation. Car la radicalisation n'a de sens, au nom de l'islam, que tout simplement on érige l'Occident comme ennemi. La radicalisation n'existe pas par l'interprétation des textes. Elle existe de nos jours par un rapport antinomique à l'Occident. Et cela a existé depuis pratiquement, a été ponctué depuis la création des frères musulmans. Une des séquences les plus importantes dans le cheminement normatif, c'est l'apport de Seyd-Qutb. Seyd-Qutb est une grande figure donc, du discours islamiste qui a évolué. Je ne vais pas trop m'attarder sur la trajectoire, mais ce monsieur libéral, donc, qui était initialement marqué par le courant de pensée libéral donc, qui régnait à l'époque en Égypte, va évoluer pour finalement se radicaliser à la faveur d'un voyage qu'il avait effectué aux États-Unis en 1949. Il va considérer que l'Occident est vicié. Et donc il y aura un rejet, et pratiquement son livre donc phare, J'annonce sur la voie Ma'alim fi Tariq, qu'il va écrire donc en prison, enfin, qui va compiler plus exactement,
va tout simplement reprendre quelques idées de ce qu'il avait vécu dans son expérience américaine. Il va dire d'emblée comme quoi pratiquement le monde est voué à l'échec tel qu'il est, à la fois dans sa version libérale que dans sa version socialiste. Et l'alternative sera l'islam. Donc, sera l'islam, car le monde, tel qu'il existait, est frappé de jahiliya, qui n'est pas l'ignorance, mais c'est un monde sans Dieu. Et en principe, donc, la souveraineté devrait revenir à Dieu, al-hakimi al-ilah. Voilà un peu grosso modo. Donc, il faudra changer ce monde, il faudra le changer par une nouvelle conception du djihad, qui n'est plus défensif. Il est avant-gardiste, il est proactif. Donc, il est proactif. C'est aux musulmans d'aller changer le monde par une jeunesse avant-gardiste. Il va utiliser cette expression marxiste, donc d'avant-garde. Je crois qu'il est aussi impératif, parce qu'on a tendance à l'oublier, sur une séquence qui sera lourde et porteuse donc de conséquences, à savoir la révolution iranienne. On a tendance à l'oublier, car quelque part, cette révolution va donner pratiquement aux islamistes de tous bords un mode opératoire, un modus operandi. Il y a bien sûr une tradition chérite que vous connaissez, qui repose sur le martyr, mais il y aura une réinvention de cette tradition par un certain nombre de penseurs qui vont créer ce qu'on appelle le néo-martyr. Nous sommes face à ce qu'un grand islamologue d'origine iranienne, un Français d'origine iranienne, Farhad Khosrow appelle le néo-martyr. Alors en quoi consiste le néo-martyr? Bien sûr, il ne doit pas avoir peur de la mort. C'est quelqu'un qui va à la mort. Et il va pour un idéal. Donc il sublime un peu finalement sa déchéance sociale, économique, pour un idéal. Mais en contrepartie, ce néo-martyr gagne le paradis. In fine, au terme de ce combat, il va recevoir donc en récompense le paradis. Donc nous sommes face à ce que Khosrow appelle donc l'homo islamicos novos, un nouvel homme islamique. Vous savez que les soviétiques avaient forgé le terme l'homo soviéticus, un nouvel homme. Donc là, à partir de la révolution iranienne, d'après Khosrow, on aura un nouveau profil de l'islamisme. L'homo islamicos novos, et le trait marquant de cet homo islamicos novos, c'est justement le principe de la shahada, le culte donc du martyr. Et l'autre élément donc qui marque un peu cette expérience et qui a une tradition donc chiite, c'est la dissimulation, taqiyya. Je crois que ce sont des termes qui ne vont plus rester finalement propres à l'islam chiite et qui vont pratiquement gagner l'islam sunnite grâce aux chiites libanais qui vont rendre un peu cette littérature accessible par un travail de traduction, essentiellement par une maison d'édition très connue, justement, Dar el-Jadid, qui traduira finalement donc la production normative du chiisme iranien, qui sera accessible, et partant donc du Liban, sera accessible déjà aux musulmans sunnites, et les Palestiniens vont tout simplement recourir à la shahada, aux opérations suicides, dans la perspective justement de gagner le paradis, et vont aussi recourir à taqiyya, qui était, comme je l'ai dit, une pratique chiite. L'une des séquences aussi marquantes, et qui sera en quelque sorte le vivier de la radicalisation, c'est l'Afghanistan. On ne va pas rentrer un peu dans le contexte historique, conséquent donc à l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, mais cet acte était considéré une agression
de la part des États-Unis, parce que nous étions dans le cadre de la guerre froide, et la guerre froide était marquée par le jeu à somme nulle, de zero-sum game, tout gain pour l'un, est considéré comme une perte de l'autre côté, de l'autre partie, et inversement. Donc c'était une agression perçue par l'Amérique, mais c'était aussi une agression perçue par les musulmans, et essentiellement par l'Arabie Saoudite, qui va en quelque sorte être le chef de file avec le Pakistan, et justement pour endiguer donc, et contrer ce qui était considéré une agression. Ce qui est important dans cette phase, c'est qu'il y aura une cristallisation d'un discours radical. Dans la paternité revient une grande figure, un certain Abdallah Azzam. Il va forger le concept du djihad global djihad. Je m'attarde un peu sur l'expérience afghane parce qu'en fin de compte, c'est l'école dont émergeaient pratiquement tous les radicaux. Tous les grands noms, finalement, d'islamistes radicaux pratiquement avaient fait l'Afghanistan. Abdallah Azzam, Ben Laden, Zawahiri, Omar Abdelrahman, etc. Al-Maqdisi, Abu Qatada al-Falastini, Abu Mus'ab al-Souri, tous ces grands noms avaient fait l'Afghanistan. Et donc, quelque part, l'Afghanistan, l'expérience est pratiquement très importante pour un peu comprendre cette radicalisation. En quoi consiste, sur le plan théorique, cette expérience? J'ai nommé le nom donc de Abdallah Azzam, palestinien, mais donc remonté contre le discours laïque et panarabe en vogue à l'époque. Considérer qu'en fin de compte, les panarabes et le marxisme ne pourraient jamais, finalement, pratiquement avoir gain de cause. Et la seule manière de récupérer la Palestine et de contre Israël, c'est via l'islam. Voilà un peu ses idées en tant que palestinien, et va trouver un débouché donc à ses idées lors de la séquence afghane. Il va rentrer en contact avec les Saoudiens qui vont donc l'adouber et qui vont lui accorder donc les moyens nécessaires. Il va s'établir à Peshawar où il va monter ce qu'on appelait Maktab al-Khadamat, un centre d'accueil où il va accueillir donc les candidats au djihad venant pratiquement de partout. Donc il y aura un appel donc au djihad. Et parmi ceux qui vont répondre à ce djihad, ce sont bien sûr les musulmans, mais particulièrement les musulmans arabes, ce qui va donner lieu au phénomène des Afghans ou des Arabes afghans. Et l'idée de Abdallah Azzam, c'est qu'avant même qu'il n'y ait finalement un entraînement militaire, il faut que le candidat au djihad puisse avoir une formation idéologique. Et cette formation consiste en quelques idées que je vais essayer de lui avancer. D'abord, selon Abdallah Azzam, le djihad n'est pas facultatif. ليس فرض عين. ليس فرض كفاية، فرض عين. Donc c'est une obligation irréfragable. Chaque musulman, mâle femelle, doit accomplir le djihad. Le djihad serait, d'après Abdallah Azzam, le 6e pilier de l'islam. Car l'islam sita. Selon Abdallah Azzam. Et c'est le 2e pilier après shahada, après la profession de foi. Et c'est une obligation, un pilier donc plus important que la prière et plus important que zakat. Voilà déjà un peu sur le plan normatif. Le djihad, et comme c'est une obligation, on a besoin de l'autorisation des personnes. Un jeune n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents, une femme n'a pas besoin d'autorisation de son mari, et un citoyen français musulman n'a pas besoin de l'autorisation de son gouvernement. Puisqu'en fin de compte, c'est une obligation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Allah. Deuxième élément, donc dans la conception normative d'Abdallah Azzam, le musulman sunnite n'a pas à avoir peur de la mort. Donc il reprend un peu donc, cette idée de shahada,
Et selon lui, avec une description, le candidat à la shahada ira au paradis, avec une description finalement donc de ce qu'il pourrait avoir comme étant 72 héritiers. Et ceci était d'autant plus important, c'est très important, que la plupart, il faudra le dire, les candidats au djihad étaient des jeunes, qui étaient seuls, qui n'avaient pas de famille, qui vivaient une frustration sexuelle, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc, en fin de compte, la récompense sera dans le delà. J'en parle parce qu'en fin de compte, Daesh va, en quelque sorte, corriger un peu disons, ce manque. Daesh, pratiquement, fort de l'expérience afghane, va en quelque sorte vulgariser la sexualité, ou répondra à la demande finalement sexuelle en faisant appel aux femmes pour finalement donc intégrer donc le corps des candidats au djihad et en permettant aux Mujahideen d'avoir les sabaya, etc. Je ferme la parenthèse. Et le dernier élément, donc, selon la conception normative d'Abraham Azam, c'est que le djihad est permanent, un peu comme la révolution chez Trotsky qui est permanente, et bien c'est la même chose pour lui. Le djihad ne va pas finalement donc être terminé après la libération de l'Afghanistan. Il faudra libérer l'Afghanistan, et après coup, donc il faudra libérer pratiquement toutes les parcelles donc, qui ont appartenu à l'ère de l'islam, dans l'islam, et qui ont été donc disons perdus. Après l'Afghanistan, il y a la Palestine, le Cachemire, la Tchétchénie, et même l'Andalousie. Donc il y a une série finalement donc, de terres qui avaient appartenu à l'islam qui devraient Je me suis un peu attardé sur cette expérience afghane parce qu'en fin de compte, ce sera le vivier. L'expérience afghane va déboucher sur le phénomène salafisme djihadiste. Salafisme parce qu'en fin de compte, on repose sur une interprétation du salafisme dans sa version wahhabite, enrichi par un apport donc, des frères musulmans et djihadistes dans la mesure où pratiquement on combat contre l'autre, on combat l'autre qui a agressé l'islam. C'est à partir de ce moment-là qu'il y aura une explosion de phénomènes, et avec des petits foyers qui vont paraître un peu partout, au Yémen, en Bosnie, au Soudan, dans la Corne d'Afrique. Et paradoxalement, il y aura même un lieu qui va tout simplement, disons, contribuer à l'émergence d'une nouvelle pensée. C'est Londres. Un certain nombre d'anciens Mujahideen vont élire domicile donc à Londres. Et c'est à partir de là qu'on va forger un terme pour tout simplement désigner ce phénomène clandestin. Il y a même un livre justement qui décrit pratiquement ce phénomène. Et ce phénomène donc de transfuge d'un certain nombre d'anciens Mujahideen en Algérie à Londres va coïncider avec une séquence qui va appeler l'attention, c'est la guerre civile en Algérie. Donc la guerre civile sera perçue comme étant la guerre des islamistes, lesquels islamistes vont voir le pouvoir en place, le militaire, avec un très mauvais œil. Sauf que ces militaires sont certes musulmans, mais d'après ces concepteurs, ce sont de faux musulmans. Donc il y aura une évolution dans ce sens que pratiquement on passera du salafisme djihadiste au salafisme takfiriste. Ici, l'ennemi est le faux musulman. Il peut peut-être s'appeler Mohammed, Omar, Fatima, mais c'est un faux musulman. Et le djihad se justifie contre ce faux musulman. On retiendra pour mémoire une fatwa qui a été donnée par un Palestinien, Abu Qatada al-Falastini, qui avait considéré que le fait de tuer les enfants des militaires algériens comme étant licite. Donc il ne fallait pas seulement s'en prendre aux militaires qui avaient usurpé le pouvoir en Algérie, mais pratiquement donc s'en prendre à leurs enfants et à leurs femmes. Je crois qu'il est un peu important pratiquement d'avoir à l'esprit cela parce que tout ça va déboucher sur le 11 septembre.
Après le 11 septembre, nous sommes devant une tonalité. Il n'y a plus d'ambiguïté. Le jeu va se décanter. Pour dire un peu les choses clairement, il y a nous et les autres. Et comme cela a été dit par vous, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et contre nous, il serait long justement de rappeler toute la production normative, mais vous connaissez un peu les grands traits. Essentiellement les néoconservateurs, donc qui considéraient comme quoi pratiquement il n'y avait pas lieu de baptiser avec les mouvements radicaux. Il faut leur rentrer dedans. Et le radicalisme était perçu comme étant une forme de fascisme. D'ailleurs, l'expression donc islamo-fascisme sera même utilisée par Bush, et puis vous connaissez aussi donc les fatwas de Ben Laden. Je m'arrêterai sur une séquence très importante. C'est celle de 2003, c'est-à-dire la guerre contre l'Irak. Car il serait injuste, dans une perspective objective, de ne pas parler aussi de la responsabilité de l'autre, c'est-à-dire en l'occurrence l'Occident. Et je fais mienne une expression donc utilisée par l'ancien Premier ministre français, Jean-Luc Villemin, qui avait considéré la politique des États-Unis dans la région comme étant l'œuvre d'un chirurgien fou. Un chirurgien devrait être droité. Or, dans le cas d'espèce, selon Villemin, la politique américaine était celle d'un chirurgien fou. Et l'Amérique va pratiquement donc en Irak avec quelques idées simples, mais dangereuses. La première, sur le conseil d'un certain nombre d'experts, l'Amérique va un peu aborder l'Irak sous un prisme communautaire. L'Irak sera perçu comme étant l'ensemble ou la somme de trois communautés. Les chiites, les kurdes et les sunnites. Et bien sûr, comme Saddam était sunnite, il fallait s'appuyer sur les deux communautés au détriment des sunnites. Et donc l'ordre mis en place par les États-Unis sera communautariste. D'ailleurs, même le texte de l'auteur finalement entérera un peu pratiquement cette façon de voir, et qui sera profitable donc aux chiites et aux kurdes. D'ailleurs, les postes les plus importants, les secteurs clés, etc., seront donc confiés ou bien aux Kurdes ou aux chiites. Lesquels chiites ont un maillage déjà présent dans le sud et avec des connexions avec l'Iran. À tel ancêtre, pratiquement, donc, tout ce qui est symbole de l'État sera confié aux Kurdes. Le chef de l'État, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du pétrole seront donc confiés aux Kurdes. Donc cette politique va aiguiser le ressentiment des sunnites, qui seraient tout simplement abandonnés, et vont nourrir ce que les experts appellent angry sunnis, les sunnites mécontents. La deuxième grande erreur donc, commise par les Américains, c'est la démobilisation de l'armée. La décision donc, a été prise donc, après la guerre, finalement, de libérer pratiquement donc, tous ceux qui étaient sous le drapeau. Et une des erreurs aussi concomitantes, c'était finalement donc, de démobiliser aussi et de chasser des postes toutes les personnes donc, qui ont fait partie du parti débaptiser un peu l'Irak, etc. Les Américains ont reproduit un peu le schéma par lequel ils avaient traité l'Allemagne après la guerre mondiale. Ils avaient nazisé l'Allemagne, etc. Ils avaient dissous le Troisième Reich. Donc ils avaient exactement fait pratiquement la même chose. Ce sont des décisions lourdes de conséquences. Car, en fin de compte, ces militaires, ces officiers, donc tout simplement, vont être tout simplement déguerris de ce qui va devenir Daesh. Et d'une certaine manière, on ne peut pas non plus, donc, finalement, ne pas nous attarder sur les erreurs commises par
les Américains. La politique biaisée des Américains a tout simplement donc, disons, nourri un sentiment de haine de la part du Sud. Mon but n'est pas de parler de Daesh, mais je voudrais tout simplement rappeler deux petites choses avant finalement d'ouvrir le débat. La première, c'est quand même une séquence très importante d'opposition et de résistance à cette occupation par quelqu'un qui tout simplement fera parler de lui, qui va imprimer le cours des choses à Abu Mus'ab az-Zarqawi. Abu Mus'ab az-Zarqawi, qui a fait l'Afghanistan. Qui a fait l'Afghanistan, qui a été aussi marqué par une grande pente du salafisme djihadiste, Mohammed al-Maqdisi, et qui va tout simplement porter la bannière du djihad en Irak. Qui était Abu Mus'ab az-Zarqawi? C'était quelqu'un qui vivait dans un bidonville de Zarqa, une ville jordanienne, qui n'avait pas de grande instruction, pas musulman, pas bon musulman du tout, qui buvait, qui s'abonnait à la drogue. Mais en fin de compte, la guerre de l'Afghanistan va nous ouvrir finalement une perspective, une raison d'être. Une raison d'être, il va s'y engouffrer. Et il va devenir pratiquement l'une des grandes figures, justement, du radicalisme islamique. Donc c'est lui qui va imprimer un style, et ce style sera tout simplement, donc, disons, le trait de fabrique de ce qui va devenir Daesh. La théâtralisation de la violence. C'est lui qui aura introduit, donc, il ne suffit pas de tuer, de commettre des actes de violence, il faudra les relier par l'image. Il faudra les relier par l'image, et il faudra semer la peur, donc, chez l'autre. Autrement dit, ils vont reprendre un peu ce qui était le nom de guerre de 2003, choc et effroi. Shock and Awe, c'était le nom donc, de l'opération de la guerre de 2003. Et là, finalement, ces islamistes radicaux vont reprendre à leur compte, finalement, cette dimension de choc et d'effroi, avec la théâtralisation de la violence. Vous connaissez la suite, donc pratiquement, donc, les adeptes de Zarqawi vont créer donc, ce qui va devenir d'abord l'État islamique en Irak, puis l'État islamique en Irak et au Levant, ce que vous connaissez comme étant pratiquement Daesh, et depuis 2014, donc l'État islamique. Voilà, je viens à la fin, mais je pense que j'aurais dû commencer par ce que je vais dire. Ce que je vais dire en guise de conclusion devrait être une introduction. Le terrorisme est un phénomène très complexe. Très complexe. On peut l'aborder selon le temps court, c'est le travail finalement des sécuritaires, mais on peut l'aborder et l'appréhender selon le temps moyen, c'est celui des politiques, c'est-à-dire traiter les conditions qui créent par exemple les désœuvrés, etc. Et il y a le temps long, celui des intellectuels, c'est-à-dire travailler sur les imaginaires. Et il est fondamental pour travailler sur les imaginaires de décortiquer, de déconstruire finalement le discours. C'est ce que j'ai fait, non pas dans cette conférence, non pas dans cette présentation plus exactement, mais dans ce travail que je souhaite utile pour comprendre un peu ce phénomène très, très complexe. Voilà, encore une fois, je réitère mes remerciements pour vous voir si nombreux et surtout attentifs. Et je suis à vous donc, pour s'il y a des éclaircissements ou des remarques. Merci encore une fois.